On a une belle déclaration d'amour aux startups de François Hollande avant-hier sur WeDoBiz, on aimerait la vôtre. Mais vous savez, moi, j'essaie de donner... Vous allez tout casser. Mais on réparera, on est entrepreneur. Je vais être très bref parce que tout a déjà été dit. Je pense qu'on le sait tous que la LPPR va organiser une compétition délétère entre les individus, entre les unités de recherche. Et cette compétition, elle est destructrice pour la recherche. On l'a vu très récemment avec la crise sanitaire où les recherches sur les coronavirus qui avaient été entamées au début des années 2010, elles ont été arrêtées parce que c'était pas utile, parce que c'était pas vendeur pour la recherche au projet. C'était à Lille ce matin. Un rassemblement de la CGT cheminot devant le conseil régional pour dénoncer l'ouverture du ferroviaire à la concurrence, notamment celle des TER, décidée par le président sortant Xavier Bertrand. Tous les éléments que vous venez de voir à l'instant sont étroitement liés au néolibéralisme. Le néolibéralisme est une doctrine économique et politique, c'est-à-dire un ensemble de croyances et de principes qui s'appliquent à faire en sorte que toute la société obéisse à la logique de l'entreprise et du marché. Cela implique donc que des secteurs tels que la santé ou l'éducation, mais également les individus, se conforment à la logique de l'entreprise et du marché. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la conception néolibérale de l'économie, et notamment au rôle de l'État dans ce type d'économie. Pour le dire très schématiquement, ce qu'on va appeler les libéraux classiques considéraient que l'État ne devait pas trop intervenir et qu'on devait laisser faire le marché. Car pour maximiser le bien-être global, le marché, c'est-à-dire les entreprises, pouvait grâce à la concurrence se débrouiller en quelque sorte toute seule. Petite parenthèse. Adam Smith n'était pas pour un retrait complet de l'État. Il n'était pas opposé à ce que l'État crée des services publics par exemple. Mais l'État ne pouvait intervenir que dans les compartiments de l'économie où aucune entreprise n'aurait investi de toute manière. Pour des raisons de rentabilité, par exemple. Tu dois rester à ta place. Reste à ta place là, reste à ta place là. Viens pas dans ma zone. Reste dans ta zone. Ici, c'est ma zone. Les néolibéraux, par contre, ne considèrent pas que l'État doit être en retrait. Au contraire, l'État a un rôle très important, celui de s'assurer que le marché fonctionne. En effet, selon les néoclassiques, le marché ne peut pas se débrouiller seul. Concrètement, cela signifie que l'État a pour tâche principale de créer un cadre pour que la concurrence s'effectue dans de bonnes conditions. À l'instar d'un arbitre de foot, l'État peut se promener partout sur le terrain. Il doit juste s'assurer que les règles soient respectées et ne surtout pas intervenir ou favoriser une entreprise, sous peine de fausser la compétition. Bref, dans le cadre de la pensée néolibérale, l'État a un rôle important. Mais pour quelle raison l'État doit-il se contenter du rôle d'arbitre? Dites-vous, pour faire simple, que pour les néolibéraux, l'entretien d'une compétition non faussée est la clé d'une société prospère. Imaginons un pays dirigé par une version énervée de Margaret Thatcher. Dans ce pays, il n'y aura pas d'école publique, car ça fausserait la concurrence. À la place, il y aura un tas d'écoles privées qui mèneront grâce à l'État une compétition saine et non faussée. Et pour les pauvres qui n'auraient malheureusement pas assez d'argent pour se payer l'école, on ne construira pas d'école publique. La solution par contre pourra consister à leur donner des chèques scolaires. C'est la même logique pour la recherche. Suppression de la recherche publique, organisation de la compétition entre les universités et les chercheurs, et tout ça dans le seul but de stimuler et pousser tout le monde à donner le maximum de soi-même. Mais le néolibéralisme ne se résume pas à la privatisation. On l'a vu plus haut, tous les domaines de la vie en société sont concernés par le néolibéralisme. La gestion de l'hôpital ne fait donc pas exception. Les entreprises devront prioriser le traitement d'un nombre prédéterminé de patients. Ce nombre de patients fixé à l'avance correspond au nombre de patients qui maximisent le profit de l'hôpital. Vous l'aurez compris, dans ce cadre, le personnel ne pourra plus se contenter du seul bien-être des patients. Pour finir, dans ce pays imaginaire, pour résoudre les problèmes inhérents à la pollution, devinez à quoi on va faire appel. Au mécanisme de marché, encore une fois. C'est un peu compliqué, mais disons que l'État fixera à chaque entreprise une quantité de pollution à ne pas dépasser, appelée quota. Si une entreprise n'a pas utilisé l'entièreté de ses droits à polluer, elle pourra, grâce au marché, les vendre à des entreprises polluantes qui n'y disposent plus de droits à polluer. Comme vous pouvez le constater, le marché et la logique issue du monde de l'entreprise est présente à tous les étages de ces sociétés fictives. J'ai volontairement simplifié les choses afin que vous soyez à même de comprendre la logique néolibérale. Par contre, si vous voulez un exemple concret de mise en application des préceptes néolibéraux,
Je vous invite à regarder cette vidéo sur la LPPR, ainsi que ces vidéos qui traitent notamment de cette nouvelle méthode de management présente au sein des hôpitaux. On vient de voir que le néolibéralisme désigne une certaine manière de concevoir l'économie. Mais ce terme fait également référence à une certaine conception de l'espèce humaine. Dans le cadre néolibéral, l'objectif est de faire en sorte que l'individu organise sa propre vie en adoptant une logique issue du monde de l'entreprise. Cela implique de poser un regard comptable et entrepreneurial à chacune de nos actions. Dans ce cadre, chaque être humain est donc assimilable à une autre entreprise qui prendrait tout au long de sa vie un certain nombre de décisions basées sur un calcul coût-bénéfice. C'est pour cette raison que les scientifiques affirmeront que cet individu devient un entrepreneur de soi, ou entrepreneur de soi-même. Il s'agit en somme d'adopter une mentalité qui entre en parfaite adéquation avec une économie néolibérale. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Je vais schématiser à outrance, mais pour un tel individu, payer des gros frais de scolarité, car c'est un investissement dans son capital humain, en vue d'avoir dans le futur un retour sur investissement. Désirer un système de retraite par répartition où les gens qui bossent paient la retraite des retraités, c'est pas bien. Par contre, souscrire à un système par capitalisation où chacun cotise pour lui-même dans des assurances privées, c'est bien. Ce comportement s'explique entre autres par le fait que dans le cadre de la pensée néolibérale, l'individu est considéré comme responsable de son sort. L'élève devient apprenant, le malade est un acteur de sa guérison, le chômeur est un chercheur d'emploi, etc., etc. Par conséquent, les politiques néolibérales ne doivent pas se focaliser sur la protection contre les risques, mais s'évertuer à lutter contre la culture de la dépendance. C'est pour cette raison qu'elles développent en contrepartie des formes d'accompagnement, de guidage ou de coaching qui ont pour vocation à pousser l'individu à chercher en lui-même les ressources qui lui permettront de faire face à l'adversité. Pour résumer, l'individu néolibéral total est un individu qui a une forte propension à l'individualisme et à la compétition. C'est un individu qui organise l'entièreté de sa vie sous le prisme de la rationalité économique. Il ne se cultive pas, il investit dans son capital humain. Il ne lézarde pas le week-end dans son hamac, mais il développe ses soft skills de team leader sous Call of Duty. On comprend donc, à la lumière de tous ces exemples, que le néolibéralisme n'est pas qu'une doctrine économique, mais également une sorte de philosophie sociale. Nous allons maintenant nous intéresser aux origines de cette rationalité, c'est-à-dire aux phénomènes sociaux qui nous poussent à adopter ce mode de pensée. Le chercheur en psychologie Olivier Koudou a analysé l'impact des publicités diffusant des valeurs néolibérales sur notre comportement. Il fait référence, entre autres, à des valeurs telles que la liberté individuelle sans aucun frein, ou des valeurs telles que l'autosuffisance psychologique, c'est-à-dire l'idée que le bonheur ne dépend que de soi et qu'on ne dépend pas des autres pour être heureux. Le chercheur nous apprend que l'exposition à des publicités qui mettent en avant les idées suivantes « Pour être heureux, soyez différent des autres »,« Pour être heureux, soyez autonome »,« Pour être heureux, faites-vous plaisir » ou « Pour être heureux, soyez libre », il montre que l'exposition à ces publicités tendent à nous faire adopter des comportements néolibéraux, c'est-à-dire à envisager les relations sociales sous un mode de compétition plutôt que de coopération. Plus largement, les recherches sur le sujet nous montrent que le fait de baigner dans un environnement saturé par ces valeurs néolibérales contribue à faire en sorte que nous adoptions un comportement et des modes de pensée néolibéraux. Vous vous doutez donc que la généralisation de ce mode de pensée au sein de la société entière n'est pas sans conséquences. Elle nous pousse, entre autres, comme le montre Olivier Koudou et le sociologue Jean-Baptiste Combi dans ses vidéos, à chercher des réponses individuelles à des problématiques systémiques. Par exemple, penser qu'il faille, pour faire face au réchauffement climatique, acheter des brosses à dents en bambou au lieu d'acheter des brosses à dents en plastique. Ou ne pas se poser la question de la répartition des richesses et préférer blâmer les individus en se basant sur des principes méritocratiques du style « tu n'as pas traversé la rue » ou « tu n'as pas assez bien bossé à l'école ». A l'inverse, le fait de se définir comme faisant partie intégrante d'un collectif est un facteur qui facilite la mobilisation collective face aux divers problèmes que l'on peut rencontrer. C'est par exemple en tant que parent d'élève que l'on se mobilise contre la fermeture d'une classe. Voilà, j'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair. Si vous voulez des sources ou des définitions plus précises, n'hésitez pas à vous rendre sur le site.